Bonsoir Marc Hecker. Bonsoir Vous Mélanie êtes Taravan. directeur de la recherche à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Que deviennent les djihadistes quand ils sont arrêtés? Est-il possible de les déradicaliser? Ce sont les questions que vous vous posez dans votre rapport publié aujourd'hui, intitulé « Djihadistes un jour, djihadistes toujours ». Point d'interrogation, je le précise parce que c'est très important, c'est toute la différence, c'est la question que vous vous posez. Et on va voir que votre constat tranche plutôt avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ça marche plutôt bien. Le constat est plutôt positif, mais effectivement, je suis prudent. Je montre que ces programmes, pour le moment, qui existent quand même depuis plusieurs années maintenant en France, puisque je me focalise spécifiquement sur le programme qui s'appelle PER, qui a été créé en 2018, mais je mentionne aussi le programme d'avant, qui s'appelait RIVE, qui lui date de 2016, donc on a un recul de 4 années, et on voit que sur les dizaines d'individus, à peu près 70 individus qui étaient en post-sententiel, donc en sortie de prison, qui étaient condamnés pour des faits de terrorisme. Sur ces 70, il n'y a aucune récidive terroriste pour le moment. Il y en a un qui est retourné en prison, mais pour des faits de droit commun. Après, il faut rentrer dans le détail, c'est évidemment pas aussi simple que ça. On va peut-être le faire tout à l'heure. Oui, on va le faire. Juste une question quand même, est-ce que vous avez été vous-même étonné par ces résultats plutôt positifs? Je pose la question parce que on a entendu pas mal de scepticisme autour de la question de la déradicalisation. Et vous le citez d'ailleurs très bien dans votre rapport. Vous parlez de ce fonctionnaire qui dit que c'est du gaspillage d'argent public. Des journalistes, notamment le journaliste spécialiste du djihadisme, David Thompson, qui dit « mais c'est une chimère, la déradicalisation ». Bon, évidemment, je connaissais toute cette rhétorique, j'étais moi-même assez circonspect, donc je voulais voir ce qui se passait dans ces programmes, parce que souvent on en a des a priori, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a cette boîte noire dont je parle, et j'ai essayé d'ouvrir la boîte noire pour savoir précisément ce qu'il y avait dedans. Et pourquoi ces soupçons d'échec ou ces avis disant ça ne peut pas fonctionner, ça ne marche pas? Donc déjà, si on prend une vision globale, internationale, puisqu'il n'y a pas que la France qui fait ça, il y a globalement un certain scepticisme de la part d'acteurs sécuritaires, donc la police, les services de renseignement, etc., qui pensent que c'est bien naïf de vouloir essayer de faire évoluer des ennemis, des personnes qui ont éventuellement une idéologie extrêmement ancrée et qu'on ne pourrait pas réinsérer dans le droit chemin. Et puis, il y a le cas français qui a posé un certain nombre de problèmes par le passé. Ce qu'il faut voir, c'est que la France s'est mise tardivement à ces questions de prévention de la radicalisation et de déradicalisation. On s'y est vraiment intéressé qu'à partir de 2013-2014, quand on a eu un problème avec les filières syriennes, et les premières expériences ont été pour le moins négatives. Il y a eu des dérives et même certains scandales. Une des premières expériences s'est même terminée devant les tribunaux pour détournement de fonds publics. Donc là, on voit que les choses ont considérablement évolué, qu'il y a moins de communication et plus d'action, avec vraiment un travail qui est fait dans l'ombre. Alors justement, peut-être allons sur ce travail dans l'ombre et cette fameuse boîte noire que vous voulez ouvrir sur le programme. Concrètement, en quoi il consiste ? Alors concrètement, vous avez donc 2 catégories d'individus qui sont traités, qui sont suivis, accompagnés, des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, des personnes dites de droit commun suspectées de radicalisation, donc des gens qui sont allés en prison pour des faits de délinquance ou autres et qui ont été perçus comme radicalisés par le personnel pénitentiaire. Vous avez aussi quelques personnes qui attendent leur jugement, mais c'est une minorité. Et ces individus donc sont suivis avec plusieurs niveaux. Oui, ça peut aller de 3 à 20 heures donc, par semaine, ce qui est quand même très intensif si on est sur le niveau maximal, avec, pour faire simple, 3 piliers. Un pilier social qui, pour le coup, est vraiment de la réinsertion, notamment pour retrouver un logement, retrouver un emploi. Un pilier psychologique, parce qu'il y a quand même pas mal d'individus dans ce groupe qui souffrent de troubles psychologiques, et certains qui sont très minoritaires, mais qui ont des vrais problèmes psychiatriques. Et puis, il y a un pôle idéologique. Et là, on est dans le cœur de la radicalisation. Donc, vous avez des aumôniers, des islamologues qui ont été recrutés et qui essayent de contrer le discours de Daesh ou d'Al-Qaïda, en tout cas de montrer qu'il y a une autre voie dans l'islam que cette voie radicale. Et en même temps, vous citez cet intervenant pénitentiaire qui dit difficile de perquisitionner un cerveau. Comment est-ce qu'on peut défaire ou déconstruire une idéologie ? Oui, cette expression est incroyable. Alors, ce n'est pas dans le programme même que je l'ai entendue, c'est au cours d'une visite que j'ai faite dans un quartier de prise en charge de la radicalisation
en détention. C'est vrai qu'on se pose la question. Et c'est vrai qu'on se pose la question, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et les psys, même, ont leurs limites à ce niveau. Et donc, ce que font les équipes, alors d'une part, le terme déradicalisation est beaucoup moins employé aujourd'hui que celui de désengagement. Oui, il y a une évolution sémantique ces dernières années. Parce que le désengagement peut se contrôler précisément. On peut voir si une personne est en train de sortir de la violence, si elle continue à avoir des contacts avec des personnes violentes, avec des personnes d'un certain groupe terroriste ou djihadiste. On peut voir si cette personne, tout simplement, va sur le bon chemin ou si elle ne respecte pas la loi. Donc ça se contrôle beaucoup plus que la déradicalisation. Ça, ce sont les indicateurs, finalement, qui vous permettent de juger si oui ou non le désengagement est en train de fonctionner. Alors ça, c'est un indicateur de désengagement. Après, les référents religieux et du fait culturel qui travaillent dans ces programmes essayent quand même de voir vraiment les aspects radicalisation. Donc, ils accompagnent les individus à la mosquée, ils les accompagnent dans des sorties, ils les font parler sur leur lecture, sur leur environnement. Et alors, un point important, c'est le travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez ces personnes de différentes disciplines qui croisent les regards sur les individus, qui encore une fois les voient pendant longtemps, comme je disais, jusqu'à 20 heures par semaine, pendant plusieurs mois, parfois plus d'1 an. Et évidemment, la grande question, c'est celle de la taqiyya, de la dissimulation. Voilà, l'art de la dissimulation, comment être sûr que ces anciens détenus ne dissimulent pas. Alors, évidemment, c'est extrêmement compliqué d'être sûr à 100%. Maintenant, avec le temps, avec la multiplicité des regards, les professionnels qui sont présents dans le dispositif restent prudents, mais sont relativement confiants quand même dans leur capacité à détecter des comportements de dissimulation ou déviants. Et le fait est qu'ils en ont déjà détecté. Donc il y a eu des cas où il y a eu des remontées qui ont été faites. Qui ont permis de repérer Exactement. ces déviants. Et là, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire que ce n'est pas la déradicalisation ou rien du tout, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une surveillance des services de renseignement en parallèle qui permet d'avoir un filet de sécurité. Ce programme de déradicalisation, il s'inscrit aussi dans finalement une politique plus globale de lutte contre le terrorisme en France. Le projet de loi pour le respect des principes républicains est débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Différentes mesures et entre autres le renforcement de contrôle dans les associations, mais aussi concernant les enfants qui font école à domicile ou en tout cas pas dans l'école publique. Je propose qu'on écoute Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et puis vous pourrez réagir ensuite. Il était ce matin sur France Inter. Quand je fais fermer des écoles avec Jean-Michel Blanquer clandestines, où les enfants, pour le coup, ont des vêtements religieux intégraux. Alors là, pour le coup, si on veut éviter que les enfants aient des vêtements religieux, il faut les envoyer à l'école, où il n'y a pas de signes religieux, vous le savez bien. Où les enseignants n'ont aucun diplôme, où parfois les gens sont fichés dans des fichiers de radicalisation. Alors je me dis qu'effectivement, il y a un loupé entre l'acceptation de l'enseignement à domicile et ces écoles clandestines. Les lieux d'enseignement, ce sont des lieux particulièrement propices à la radicalisation? Alors là, on s'éloigne considérablement du programme, mais quand même, un point. Il se trouve qu'il y a des mères de famille qui sont dans ce programme-là, et notamment des revenantes de Syrie. Et à un entretien, même si le programme n'est pas dédié aux enfants. Alors pour l'anecdote, c'est parce que c'était à la période des grèves que je faisais mes entretiens, qu'il y avait la grève des écoles. Et donc une mère est venue à un entretien avec ses enfants. Et donc il y avait des enfants qui étaient allés en Syrie et que j'ai pu voir. Et ces enfants ne sont pas suivis donc par le programme en tant que tel, mais par la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc il y a tout un système, un écosystème qui est mis en place en France pour faire en sorte que la radicalisation ne se transmette pas de génération en génération. Et donc c'est important, c'est ce que vous soulignez aussi, du coup, la possibilité de contrôle et d'aider ces enfants-là à être suivis. Alors vous employez le mot contrôle. Tout ce que je montre, c'est qu'il y a de l'accompagnement social qui est nécessaire, psychologique, idéologique, mais ça n'empêche pas évidemment le contrôle judiciaire notamment, et puis la surveillance par le ministère de l'Intérieur et les services de renseignement. Eh bien merci. Merci Marc Hecker d'être venu sur notre plateau. Évidemment, on peut lire tout en détail, ce travail de recherche que vous faites et dans ce rapport publié ce soir, djihadiste un jour, djihadiste toujours, point d'interrogation. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission intitulée « Pas de reconfinement jusqu'aux vacances ». Bonne émission.